aussi toute la méthodologie et ce que vous avez appris pour en arriver à ce petit quart d'heure finalement de présentation, des semaines et des mois de travail. Donc c'est particulièrement intéressant de mettre en avant les étudiants de par leur livrable, mais également de par la richesse de l'apprentissage par la recherche. Et c'est un axe dans mon laboratoire qu'on met en place actuellement pour voir comment on peut valoriser les travaux de recherche menés par des étudiants. Je ne parle pas des doctorants, je parle des étudiants de licence, de bachelor, de master, pour valoriser leurs travaux académiques, comme par exemple Évariste, hein, qui en a fait son mémoire de recherche. Mais on a d'autres possibilités, comme vous l'avez vu aujourd'hui. Donc les trois finalistes sont du divertissement à l'apprentissage, le détournement des jeux de loisirs comme levier de sensibilisation managériale, Lilou, Lucie, Claire-Marine, Mohamed et Sacha. Apprendre la cybersécurité en jouant, en concevant un serious game pour la préparation de la certification Contia Security Plus d'Evariste. Et enfin, levier de la résistance à la désinformation en temps de conflit, Lucie, Alicia et Clarence. Donc quand voilà, le résultat sera montré, j'expliquerai aussi quelques éléments qui ont été remontés par le comité scientifique, mais d'abord, on donnera la parole en espérant que les personnes soient là pour dire quelques mots. Donc le gagnant est, enfin les gagnants sont levier de la résistance à la désinformation en temps de conflit, donc de Lucie Depont, Alicia Sarré et Clarence Thérézin. Donc Lucie, est-ce que vous êtes là, ou Alicia ou Clarence, pour dire quelques mots? Déjà, merci beaucoup. Enfin, même si c'est pas vous qui avez voté, Euh, on est très content parce que ce projet, du coup, il a commencé dès octobre avec un hackathon et c'est intéressant de voir comment, en partant d'un hackathon, on a pu faire toute une recherche et pouvoir proposer quelque chose de finalement intéressant puisqu'il a été récompensé. Donc, merci beaucoup et merci aussi à Monsieur Lépinard qui nous a accompagnés quand même et soutenus. Alors, c'est totalement mérité. Je tiens à dire que, au-delà de la récompense donc, pour ces trois autrices et auteurs, il faut aussi remercier les 130 étudiants qui ont participé au hackathon. Puisque c'est eux qui ont conçu les jeux durant un petit peu moins de 48 heures. Ils ont construit les jeux et donc ils ont bien initié cette démarche, même si on ne savait pas qu'on allait à cette époque aller jusque-là. Donc je trouve intéressant aussi de mettre en avant donc les 130 étudiants qui ont participé à ce hackathon. Bravo. Bravo Ok. à vous, effectivement. Et Philippe, là, je crois que tu continues sur... Là, je vais passer la main à Patricia qui va commencer, qui va prendre la parole en anglais pour présenter celui-ci. Right, thank you. So I saw HP, but I don't know who you are. So basically, I've said hi. I've tried to say hi to all our international participants in the Dungeon Crawl Classics contest, scenario contest, just to tell you that we were going to switch to English. Right, donc on passe en anglais pour ce prix. Right, so thank you for attending this ceremony. So, as you may know, the Dungeon Crawl Classics International Contest started 3 years ago, so it's the third edition, and we had 26 participants this year. Well, we had special participation from teams who attended our first Erasmus-funded blended intensive program this year. And so 3 of them made it to the shortlist, so uh, the four teams that were selected for the final, and one is from another student in our program. So can you show? So we received 26 scenarios from 10 different countries. 17 really matched the instructions or met the instructions. And so 4 were made it to the finals. And so after the first round of selection, the shortlist was assessed by Goodman Games, which is the publisher of Dungeon Crawl Classics role-playing games, and Martin Bunecke, who the participants have met online.
and he's a professor of literature in Valparaiso University in the United States, but who's also a specialist of tabletop role-playing games and has just published a book for designing tabletop role-playing games for dummies. So can you show the four teams which were in the shortlist? Yeah, perfect. And the fourth one, right. So congratulations to all four scenarios because they were the best in the 17 we received, but Goodman Games and Martin decided who was going to be the winner. So I'm very happy to congratulate the winning team. Can you display it now, Antoine or Philippe? Right, so congratulations. I've seen that you're present today. So Rusne, Alex, Herun, I haven't seen her, and Dunya. So I saw three of you Yes, I there. am here, Patricia. Oh, Hi. perfect. Oh, sorry, We it are was all HP. here. I'm sorry. I It's wasn't okay. sure who HP was. I think let me rename. No problem. So congratulations, you won the contest. So if you want to say a word, I can see that all the team is here, which is also a good sign that you were a really good team working together. Thank you so much. So It Alex, was Rusni, and Dunya, yeah, go on, yeah. Herun. Yeah, it was quite wonderful, working with everyone, and it was like, yes, it was a team effort. And to be very honest, we never knew that we are gonna make it there. When we were doing it, we were like, okay, let's put our best, but we don't know if we were gonna reach there. I remember some, at some point, yeah, you weren't sure if you were going to make it. I do remember that, but well done and congratulations so on much. actually winning the contest. Alex, Rusni, and Dunya, would you like to say a word? Well, I'm not sure if you can hear me. Yeah, we can perfectly. All right, so it's working. That's great. So I would like to thank all of you, especially the organizers, once again for organizing this beautiful event, and as well the jury for this recognition. I think we are honored to receive the reward. The project was a bit challenging, to be honest, but I think we can be very satisfied with our work. It gave us the opportunity to combine our creativity, teamwork, and our ideas in very interesting way. And so I think not just the result, but also the way to get to the result was very interesting in itself. And although also I would like to congratulate the other finalists because I saw their work, their projects, and I think all of them were quite impressive. So And yeah, Anna Margaret is here from another team too. so congratulations to other finalists as well, and thank you once again for this opportunity and for appreciating our work. And Dunya, I can see you here. Bonjour, Madame Noël. I'm thrilled. I'm so happy we are here on another Erasmus in Porto, in Portugal. All right. I would also like to congratulate to all people. You were all amazing, and I'm so happy and thrilled to win this contest. Really, really excited. Thank you very much. Congratulations. And Rusne, last word, and then we'll have to move on. I would disagree with Nisa because I did have some beliefs that we might win based off the work that we actually put into this scenario. We tried to think out of the box. We tried to combine the ideas that are not really stereotypes in the actual Crawl Classics, and despite that, also combine the traditional gameplay. But the other finalists, as Alex said, were actually pretty strong. I do agree, and it is wonderful to be winners of this contest, even though we did not think that we're gonna win the first place.
we did have some challenging time to complete the program itself, to write the scenario, and to think out of the box, to draw the drawings. But it was quite a wonderful experience, and I'm really, really grateful for my team members and the organizers of the energy that you surrounded us, and the opportunity to be in this contest and to win the contest too. Thank you and congratulations again. And I think we can say hi to Tatiana, who was already present, who was from another finalist team. Right, so I'll end it there. Congratulations again. And thank you for attending this ceremony. Merci, merci Patricia. Nous allons aller sur le dernier prix maintenant parce qu'il y avait un autre concours de création de scénarios de jeux de rôle. Il s'agit ici de Babel. Donc vous avez pu voir une présentation dans la journée sur le projet de recherche associé. Donc là, l'idée c'était de créer des scénarios pédagogiques à partir d'ouvrages donc réels. Et nous avons eu donc 12 scénarios pardon, de 3 universités différentes. 9 scénarios respectaient les consignes finales et ont été envoyés donc à un jury qui comprenait l'auteur, Julien Clément, l'éditeur, les 12 singes, et puis plusieurs enseignants qui ont donc validé, fait cette sélection. Donc nous avons identifié 3 scénarios finalistes. Antoine, s'il te plaît. Donc, L'étranger, Alban Bernard, Titouan Carne, Évariste Floïc. Le bal des faux amants, Lucille Marot et Lydia Sion. Et Les navigateurs de l'île des Mots, d'Aurélia Chartier, Emma Germain Leclerc et Julie Pereira. Donc, juste avant de mettre le résultat, je vous rappelle que Babel a eu un Groc d'Or cette année, donc a eu une belle reconnaissance ludique. Et je peux vous dire que l'année prochaine, le concours sera réédité dans une nouvelle version. Voilà, on peut faire afficher les gagnants qui sont Le bal des faux amants de Lucille Marot et Lydia Sion. Félicitations à vous deux. Si vous voulez venir dire quelques mots, Lucille et Lydia, est-ce que vous êtes là? Oui, Lydia, on vous écoute. bonjour. Bah, d'abord, merci. Merci au jury pour nous avoir. Ah, moi, je suis émue. Bah, merci. Bah, aussi, merci à vous, monsieur Lépinard, pour nous avoir initiés au JDR. Et merci aux étudiants de ma classe aussi pour nous avoir aidés aussi. Et à Lucille, parce que Lucille et moi, on forme un audio. Et, Est-ce que Lucille est là pour dire quelques mots ou pas? euh, Il y a pas Lucille. Je ne dirais pas. On dirait pas? Il n'y a pas Lucille? Bon, et ben, c'est pas grave, on a eu une représentation. Donc bravo pour votre scénario et félicitations. Merci beaucoup. Ok, eh bien, cela clôt la cérémonie. Donc, nous allons passer maintenant à la dernière plénière, donc qui va permettre à Antoine de nous parler de la chaire Level Up. Donc, la chaire Level Up, c'est une chaire universitaire donc qu'Antoine a ouvert récemment. Il va nous en parler. Ce qui est intéressant dans cette action, c'est que ce n'est pas que de la ludopédagogie. Il ouvre à beaucoup plus d'activités. Et donc, ça clôt parfaitement la 10e édition du SIGE par des ouvertures vers des pistes de recherche qui sont au-delà de la ludopédagogie. Antoine, merci pour cette présentation et puis c'est à toi. Merci Philippe, effectivement j'ai le plaisir de clôturer cette journée du SIGE avec une modeste et humble présentation de la chaire Level Up. Donc cette chaire Level Up avait pour objectif de réunir toutes les personnes, que ce soit des académiques, des professionnels, mais aussi des étudiantes et des étudiants autour des questions et sur les thématiques du jeu vidéo et du jeu en règle générale ainsi que l'e-sport.
Donc, je vais vous en faire une présentation et sachez-le, si jamais vous êtes intéressé à adhérer, c'est gratuit, je ne demande absolument rien. C'est vraiment symbolique. N'hésitez pas à me contacter, vous avez mon adresse email et vous pourrez recevoir les actualités de la chaire qui sont pour l'instant très modestes, mais qui, au fil des mois et des années, eh bien, j'espère, sera de plus en plus riche pour faire vivre cette communauté. Alors, les axes, enfin, l'objet et l'axe, donc la problématique, en tout cas, en tant qu'enseignant-chercheur, je me suis dit, j'aimerais pouvoir rassembler eh bien, les personnes qui travaillent sur les mêmes thématiques que moi. Et au-delà de la ville dans laquelle je suis, bien que Montpellier soit une ville très forte, dans le sens très animée, à la fois professionnellement et académiquement sur le jeu vidéo, je me suis dit, il n'y a pas que Montpellier, la preuve avec Philippe, hein, c'en est un exemple, mais toutes les personnes qui sont intervenues aujourd'hui, vous êtes dans des villes différentes et même au-delà de la France, dans des pays différents. Et c'est une manière de pouvoir créer un labo virtuel finalement qui rassemble toutes les personnes qui sont intéressées par les thématiques du jeu. Donc cette chaire vise à comprendre et comment les activités ludiques du jeu pédagogique à l'e-sport, hein, donc ça englobe à la fois la ludopédagogie mais aussi le jeu vidéo compétitif, hein, contribuent à la montée en compétences. Là on voit que l'on reste finalement en sciences de gestion avec cette notion de compétence qui peut être soft skills ou... ou alors hard skills, voire ce que on n'en a pas trop parlé, mais ce qu'on appelle aussi les mad skills, hein, c'est-à-dire la compétence folle, c'est-à-dire celle qui émerge, hein, et à la valorisation personnelle et professionnelle, ainsi qu'à l'émergence de nouvelles formes de management dans le secteur vidéoludique. En gros, en quoi la pratique du jeu, qu'elle soit ludopédagogique, qu'elle soit récréative ou qu'elle soit compétitive, permet aux individus d'acquérir des compétences personnelles et valorisables dans le monde professionnel. Alors, au-delà que ce soit aussi l'objet de ma thèse que j'ai soutenue il y a une dizaine d'années, je pense que c'est toujours d'actualité avec d'autres jeux. Personnellement, je m'étais intéressé aux jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs, aux MMORPG. Donc, j'avais étudié tout ce qui était Final Fantasy XIV, Ion, Terra, World of Warcraft, je ne vais pas tous les faire, et comment on peut valoriser une expérience vidéoludique dans les MMORPG. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a d'autres jeux qui permettent finalement cette transformation, ce transfert, et encore que on va rester très prudent hein, sur l'utilisation du mot transfert, notamment des MOBA, ou même peut-être des Battle Royale, hein, comme Fortnite et PUBG, ou des MOBA comme League of Legends ou Dota 2, et en quoi la pratique du jeu permet aux individus eh bien, de s'émanciper, de s'épanouir et de grandir. Donc pour structurer cette chaire, il y a 3 axes dans lesquels vous allez peut-être vous reconnaître, soit professionnellement, soit personnellement. Le premier axe, c'est la ludopédagogie et l'acquisition de compétences. Alors, on est en plein, finalement, dans cette thématique avec le SIGE, hein. Donc, c'est l'apport des dispositifs ludiques, les jeux... Ah, petit micro. L'apport des dispositifs ludiques, que ce soit les jeux de société, les jeux de rôle, les jeux vidéo, les escape games, le grandeur nature, etc. Toutes les formes de jeux, les jeux de cartes, les jeux de dés, je ne vais pas faire toute la liste, dans la formation initiale, donc c'est-à-dire à l'université juste après le baccalauréat, par exemple, pour les licences, et continue, c'est-à-dire des personnes qui reprennent leurs études, en particulier dans l'acquisition de compétences en sciences de gestion. Donc, on est vraiment sur ce que j'ai expliqué juste avant, c'est-à-dire en quoi eh bien, la ludopédagogie permet d'acquérir des compétences managériales, des compétences aussi de type humaine, des compétences comportementales, hein, ce qu'on appelle les soft skills. On en a eu plein d'exemples aujourd'hui avec les différentes communications. Donc, autrement dit, toutes les personnes qui sont intervenues sur la ludopédagogie, eh bien finalement, vous rentrez dans cet axe 1, c'est-à-dire la ludopédagogie et l'acquisition de compétences en sciences de gestion. Donc là, les compétences sont vraiment très diverses et variées. Ça peut aller de la prise de décision à la coordination, à l'auto-efficacité, ce sentiment d'auto-efficacité, ou même de la sensibilité. Enfin, on va pas faire la liste de toutes les compétences qui peuvent exister, mais on en est là. Le deuxième axe est beaucoup plus lié à l'aspect récréatif et compétitif du jeu, puisque c'est la valorisation de l'expérience vidéoludique et e-sportive. Là, on touche davantage à mes sujets de doctorat, hein, que lorsque j'étais en doctorat, donc les sujets de ma thèse, mais aussi de ma passion, parce que je ne l'ai pas dit, même si ça peut se voir, c'est les personnes qui me connaissent, c'est que je suis un passionné de jeux vidéo, j'ai toujours joué aux jeux vidéo, et j'y joue encore de manière assidue. Et c'est vrai que les jeux vidéo, selon moi, c'est un support, c'est un média qui est très très riche, certainement l'un des plus riches qui peut exister. C'est un art, hein, selon le ministère de la Culture. Et donc, avec la pratique du jeu vidéo, on peut vivre des expériences extraordinaires, symboliques et vraiment particulières.
Vous avez certainement toutes et tous, si vous avez joué au moins une fois aux jeux vidéo dans votre vie, une scène, une expérience qui vous est marquée, que ce soit peut-être, je ne sais pas, dans Final Fantasy, que ce soit dans League of Legends, dans Minecraft, dans Undertale. Je ne vais pas faire la liste de tous les jeux vidéo, j'en aurai pour des heures et des heures, mais il vous reste quelque chose qui vous a marqué, qui vous a peut-être étonné, choqué, ému. Et c'est ça qui m'intéresse dans ce deuxième axe, c'est la valorisation de l'expérience vidéoludique, voire e-sportive que vous faites dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. Typiquement, peut-être que certaines personnes parmi nous, vous vous êtes intéressés aux jeux vidéo dans le cadre de vos études, même peut-être dans l'établissement de ces communications, c'est-à-dire dans le fait d'avoir fait une communication aujourd'hui, parce que eh bien, vous êtes passionné de jeux vidéo. Et pourquoi êtes-vous passionné de jeux vidéo? Donc, on va gratter. Si vous dites parce que j'aime le jeu vidéo, c'est trop basique. Pourquoi? Et c'est ça qui est intéressant dans ce deuxième axe, c'est de questionner eh bien, l'expérience vidéoludique et e-sportive pour qu'elle soit valorisée. On n'a plus peur de dire que l'on est joueuse ou joueur de jeux vidéo. Avant, quand je dis avant, c'était il y a peut-être 25 ans, 30 ans et encore que, hein, dire qu'on était joueur de jeux vidéo, bon, c'était parfois un peu underground. Au contraire, aujourd'hui, c'est une culture partagée, ce sont des références communes et le fait de jouer aux jeux vidéo est peut-être plus on va dire une opportunité plus qu'un handicap. Alors bien sûr, il y aura des limites, hein, le fait de faire de l'abus, de jouer beaucoup trop, etc. Mais ça, ce sont d'autres questions qui ne sont pas abordées dans cet axe. Enfin, le troisième axe s'intéresse davantage eh bien, au management dans l'industrie des culturelle et créative, et bien entendu en lien avec le jeu vidéo. Donc le troisième axe, hein, management et innovation dans les entreprises de jeux vidéo, c'est pour analyser et étudier tous ces enjeux organisationnels, managériaux et stratégiques qui se déroulent dans le domaine des ICC. Alors les ICC, c'est une grande catégorie hein, dans lesquelles on retrouve le jeu vidéo, on peut retrouver le théâtre, on peut retrouver l'animation, on peut retrouver le spectacle, l'événementiel. Bref, je ne vais pas faire la musique, je ne vais pas faire toute la liste des industries culturelles et créatives, mais le jeu vidéo en est l'un des représentants hein, de cette catégorie, surtout à Montpellier, pour les personnes qui sont montpelliéraines ou qui connaissent des petits jeux hein, comme Expédition 33, Clair Obscur Expédition 33, je fais exprès, c'est un euphémisme d'avoir dit petits jeux, mais il y a beaucoup de réalisations d'animation, comme aussi la série Arcane, qui a été faite à Montpellier, tout comme le jeu Clair Obscur, tout comme la publicité du loup mal aimé donc d'Illogic Studio. Et c'est vrai que ces trois productions sont réalisées à Montpellier, d'où l'intérêt que j'ai à porter cet axe numéro 3. Mais c'est aussi pour questionner les pratiques. Est-ce que l'on peut faire du jeu vidéo autrement? On l'a vu avec la pandémie de Covid-19, mais même avec parfois certaines actualités brûlantes, et je ne rentrerai pas dans les détails volontairement, de pratiques managériales questionnables, douteuses. Selon moi, et c'est un parti pris que je souhaite développer dans cet axe avec d'autres personnes qui pourront s'y reconnaître, eh bien, l'industrie vidéoludique peut faire du jeu vidéo de manière soutenable, de manière responsable, tant sur la technique que sur l'humain, et surtout sur l'humain. C'est-à-dire que le fait de faire des pratiques de crunch, on peut s'en débarrasser. Le fait d'avoir des pratiques managériales toxiques, on peut s'en débarrasser. Il faut que l'industrie réagisse, et elle réagit justement pour dénoncer eh bien, ces pratiques managériales abusives pour faire du jeu vidéo autrement. Et ça, c'est l'objet de l'axe numéro 3, c'est-à-dire repenser le management et la production de jeux vidéo dans cette industrie, dans cette merveilleuse industrie qui est celle du jeu vidéo. Alors, les activités et soutiens, cette chaire scientifique, hein, cette chaire académique de la Fondation Université de Montpellier, vous avez le logo en bas à gauche et vous avez le logo de la chaire en haut à droite, elle n'est pas née de rien. Et vous en avez un exemple aujourd'hui, puisque l'axe numéro 1, c'est une des activités de cette chaire avec le colloque international Game Evolution. Après 10 ans d'activité, eh bien, je me suis dit, pourquoi pas s'appuyer sur des initiatives déjà existantes, au hasard le CIGE, vraiment au hasard, pour structurer eh bien, cette chaire scientifique. Donc c'est vrai que la ludopédagogie via le CIGE, mais vous avez d'autres événements ou d'autres pratiques permet eh bien, de structurer ce premier axe.
Le deuxième axe, il est beaucoup plus pédagogique et c'est un exemple que j'initie à l'Université de Montpellier, mais c'est un événement international. C'est la Code Game Jam. La Code Game Jam qui est un concours de programmation de jeux vidéo, donc sur le principe des Game Jam. La Code Game Jam a aussi 10 ans, puisque je l'ai créée en même temps que le SIGE il y a 10 ans, tout simplement. La 10e édition de la Code Game Jam s'est déroulée en janvier 2026. Et pour vous donner une petite évolution, c'est qu'il y a 10 ans, lors de la première édition de cette Game Jam, il y avait 60 participants exclusivement de l'Université de Montpellier et plus précisément de l'UT de Montpellier 7, du département informatique. Et cette année, on est carrément arrivé à 493 personnes pour la 10e édition. 493 personnes, 90 équipes. On avait 4 pays et 41 établissements. Alors c'est vrai qu'on est passé de un établissement, 11 équipes et 60 personnes et un seul pays, à 90 équipes, 493 personnes, avec 4 pays et 40 établissements. Et l'objectif, c'est de montrer que eh bien, le fait de programmer des jeux permet l'acquisition de compétences. Là, c'est fait dans le cadre pédagogique, mais on peut s'imaginer des pratiques personnelles, hein. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Le fait de jouer aux jeux vidéo, peut-être vous, dans votre chambre, dans votre salon, avec des amis, ou même d'un point de vue compétitif, dans des salles, etc., dans des cybercafés, ou je ne sais où, eh bien, ça vous permet d'acquérir des compétences, de grandir, de vous émanciper et d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, l'axe numéro 2 est aussi animé par cette Game Jam. Enfin, l'axe numéro 3 est animé par un diplôme universitaire que j'ai créé il y a 3 ans, le diplôme universitaire Management responsable de projets vidéoludiques à l'Université de Montpellier, mais qui est aussi accessible à toute personne qui s'est inscrite, puisqu'il est en formation continue et en distanciel. Donc, vous pouvez le suivre 100% à distance, hein. Vous pouvez rechercher le nom de ce diplôme sur Internet. Alors, il ouvrira, j'espère, enfin, cette année, malheureusement, on n'a pas pu l'ouvrir d'un point de vue pédagogique parce qu'on n'a pas eu assez de personnes, mais on espère que pour l'année 2026-2027, il y ait assez de personnes. Ce diplôme a pour objectif de faire monter en compétences eh bien, les professionnels de l'industrie vidéoludique déjà en poste. Donc, si vous êtes développeuse, développeur, infographiste, et que ça fait déjà quelques années, je ne sais pas, 3, 4, 5, 10, 20 ans que vous faites du jeu vidéo et que vous avez envie d'évoluer, ce diplôme vous permet de monter en compétences sur la gestion de projet et sur la gestion d'équipe. Attention, ça reste un tremplin, ce n'est pas une formation complète, mais ça vous donne un aperçu de ce qu'est la gestion de projet et la gestion d'équipe, avec des valeurs d'inclusivité, de soutenabilité et de responsabilité au niveau du management de projets vidéoludiques. Il y a des partenaires privés et publics qui s'intéressent à cette chaire que je vais tenter de fédérer. Donc déjà, l'association Push Start, ça me permet de pouvoir parler d'eux, qui est une association régionale en Occitanie, qui rassemble les professionnels et futurs professionnels du jeu vidéo, avec plus de 50 entreprises et 1500 professionnels. C'est une association très active où il y a beaucoup de studios, notamment montpelliérains, mais aussi sur toute l'Occitanie. Mais sachez-le, il y a aussi d'autres associations régionales, je ne sais pas où vous êtes, en tout cas en France, qui permet aussi de rassembler les professionnels. Donc d'avoir le soutien d'une association de professionnels régionales, c'est aussi un gros plus pour la chaire. Et au-delà de l'aspect professionnel, il y a aussi des universités, des collègues, enseignantes-chercheuses, enseignants-chercheurs qui soutiennent cette initiative de cette chaire. Donc à l'UPEC, à ce qui paraît, je crois que Philippe, tu connais cette chaire et je te remercie pour ton soutien, mais aussi un collègue qui s'appelle Julien Saint-Sama de l'université Lyon Jean Moulin ou encore d'un collègue Damien Renard de l'université UC Louvain. Mais il y a d'autres collègues qui pourraient soutenir et justement, n'hésitez pas à m'envoyer un email si vous souhaitez soutenir cette initiative, vous inscrire à la newsletter qui sera mise en place prochainement. Je suis en train de constituer justement une base de données sur la chaire. Alors en synthèse, pourquoi cette chaire académique, Eh bien, si vous l'avez compris, le premier objectif, c'est de structurer la recherche francophone. Et j'insiste bien sur francophone, c'est-à-dire que nos amis canadiens, belges, suisses, marocains, tunisiens, algériens, je ne vais pas faire tous les pays francophones, vous êtes les bienvenus dans cette chaire. Il n'y a aucune condition de nationalité du moment qu'on parle français, en tout cas pour l'instant sur le jeu en sciences humaines et sociales. Donc l'objectif, c'est vraiment en SHS et plus spécifiquement en sciences de gestion, de regrouper toute cette communauté. Après, si vous êtes dans des disciplines voisines, il n'y a aucun problème.
Le fait de créer des synergies entre le monde académique et le secteur vidéoludique, c'est fait exprès que le mot vidéo est entre parenthèses, puisqu'il n'y a pas que le jeu vidéo, il y a aussi le jeu de société. Et l'objectif étant de créer des synergies entre les industries, donc les entreprises, et aussi le monde académique, avec par exemple la tenue de thèses, hein, je veux dire par le lancement de thèses de doctorat en lien avec le jeu vidéo. Je sais qu'il y a une personne ici qui en fait une et justement qui permet sur une thèse de cifre de s'intéresser à l'écosystème vidéoludique et la dynamique des associations régionales. C'est une initiative que je souhaite porter avec cette chaire, mais aussi des appels à projets pour que des entreprises puissent se lier à des laboratoires de recherche afin de créer des projets ensemble. Et enfin, entreprendre des projets fédérateurs sur la ludopédagogie, le jeu vidéo et l'e-sport. Il y a d'autres choses à faire, peut-être que l'on n'a pas créé. Et c'est vrai que si on peut les créer ensemble, eh bien, ça sera quelque chose de très, très chouette. Donc pour conclure, hein, cette chaire, elle est toute nouvelle, elle a été créée en juillet 2025 et ça met du temps à se mettre en place puisque le temps de constituer un peu un petit groupe, mais aussi des représentants. Et il y a aussi la vie d'académique, hein, j'ai beaucoup de choses à faire et finalement, je ne me suis pas assez intéressé au développement de la chaire, mais je vais m'y atteler. Et si vous êtes intéressé pour participer à cette aventure, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter sur antoine.cholet@umontpellier.fr et ça sera avec grand plaisir que l'on pourra échanger autour des thématiques du jeu vidéo, de la ludopédagogie, de l'e-sport et globalement du jeu et des industries culturelles et créatives. Et pour finir, parce que ça me tenait à cœur de les mettre en avant, euh, j'avais fait appel à des étudiantes, à des étudiants pour me créer une mascotte. C'était vraiment pour, dans le cadre d'un marathon du BUT MMI, donc des métiers du multimédia et de l'Internet de la ville de Béziers, hein, de l'UT de Béziers. Et ils m'avaient créé une petite mascotte, la voici. C'est vraiment pour le fun. Donc on verra si elle restera ou pas, mais en tout cas pour une première mascotte, une première contribution à la chaire, ils avaient fait cette mascotte. Et pour eux, ça me représentait. Donc au-delà du jeu vidéo, je suis aussi passionné par tout ce qui est culture japonaise, manga et animé. Et ça se retrouve peut-être via cette image. On Voilà, j'en reconnaît ai le terminé. suite. On reconnaît le On suite, reconnaît le Antoine. suite, c'est vrai. C'est vrai que c'est le même suite, tout à fait. Merci beaucoup. Il y a une question qui m'est arrivée. Concrètement, si on veut travailler avec... Alors, si on, pas moi, parce que c'est déjà le cas, mais Oui. si les gens veulent travailler avec toi, au-delà d'un contact, qu'est-ce que ça implique en termes de partenariat formel pour travailler, pour participer à cette chaire? Alors tout d'abord, je vais recevoir et recueillir toutes les personnes donc avec leurs contacts, nom, prénom et adresse mail. Ensuite, je ferai un formulaire, enfin un formulaire, un papier pour dire je souhaite adhérer à la chaire et c'est tout. Voilà, c'est tout. Juste dire j'aimerais soutenir la chaire et adhérer. C'est gratuit, je le répète. Il n'y a pas d'engagement à produire quelque chose. Vous voyez ça comme un soutien. Un soutien, et dès lors où vous aurez adhéré, je pourrai vous afficher sur le site internet de la chaire Level Up et on fera peut-être des réunions sur Zoom, peut-être IRL. Si on est plusieurs, on pourra se retrouver peut-être une fois par an pour discuter de projets fédérateurs. Alors ça pourrait être un nouvel événement, ça peut être une conférence si vous avez des thématiques, ça peut être sur Twitch si vous souhaitez faire une conférence et avec moi sur ma chaîne Twitch, on peut y penser. Donc l'engagement est minime. Et si vous ne faites rien, ne serait-ce que votre soutien, c'est déjà énorme pour moi. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Philippe, en tout cas Ah à bah la c'est très personne qui clair. l'aurait posée. Non, Donc c'est non, vraiment gratuit, hein, ça vous engage en rien financièrement au niveau professionnel, personnel et académique, hein. Je ne demande rien du tout. Mais ça permet, Ok. pour donner des exemples très concrets, Philippe, et aux personnes qui m'écoutent, peut-être de rédiger des communications comme celles que l'on a vues aujourd'hui lors du SIGE, de créer des articles de recherche, un peu pour des revues, faire des événements, faire des conférences avec des professionnels. Euh, je sais pas, produire une bande dessinée. Si vous... Moi, j'adorerais, par exemple, voilà, c'est un projet, je le dis, lors du SIGE 10e édition, s'il y a des personnes qui savent dessiner, qui dessinent, eh bien, moi, je serais enchanté de pouvoir retranscrire de manière, sous la forme d'un manga ou sur la forme d'une bande dessinée, eh bien, certaines recherches, certaines communications. Je trouverais ça super de rendre visuel des écrits qui sont académiques. Voilà, c'est un appel. Et si vous êtes intéressé par ça, on peut avoir des financements avec les chaires. Donc, ça peut, si vous dites, ah, mais j'ai besoin d'argent pour peut-être faire appel à des dessinateurs, dessinatrices ou des collègues, là, on peut s'arranger. Parce que j'ai des financements possibles avec la chaire.
C'était la deuxième question. Euh, Voilà. est-ce que derrière, il y a des budgets, donc il y a un peu de budget, ok. Voilà, il y a des budgets avec la Fondation Université de Montpellier, il y a des appels à projets, et justement, ça peut être aussi des appels à projets qui lient des laboratoires avec des entreprises. On peut avoir des budgets ça peut aller de quelques centaines d'euros jusqu'à, alors attention, là, ça fait rêver, mais on- ça peut arriver à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire le million. Et là, je reste très prudent, hein, attention. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Bon, ben voilà, merci, merci beaucoup Antoine. On arrive à 18h15. Comme Et oui, d'habitude, on est pile poil. Donc là, pour clôturer, alors avant de clôturer formellement et avant que tout le monde parte, on va garder les derniers pour faire une photo collective. Euh, absolument. Alors, je vais reprendre Alors, attends, parce que là, il faut que j'arrête le partage. Voilà, il faut que j'arrête mon partage. On va reprendre voilà. toute la photo et galerie. Voilà, c'est parfait. Donc là, on se voit toutes et tous. Donc, si vous avez une webcam, c'est le moment de l'allumer puisqu'on va prendre des captures d'écran pour un souvenir. Donc, c'est le moment de se faire beau, de se faire belle, de Oh, sourire. Et on il y fera a, un 3-2, hein, il y a un d'accord? chat. Il y a Y un a- y a- chat. Voilà, c'est le moment de faire apparaître vos animaux de compagnie si vous le souhaitez aussi. Ça serait avec grand plaisir. Donc, je sais pas si je peux mettre tout le monde. J'ai pas assez de place pour mettre toutes les webcams, malheureusement. Ah Mais bah c'est si bon, moi Philippe. j'ai c'est 49 max, on est 46, donc c'est bon. Ouais, alors attends, Ouais, ok, bah tu m'enverras la capture d'écran Oui, dans oui, ce cas-là. oui, oui. Ok. Eh bien, écoutez, on va faire la capture d'écran dans pas très longtemps. Philippe, tu nous donnes le 3, 2, 1 Ouais. 3, 2, 1, top. Nickel. et je fais pareil de Bye mon côté bye. comme ça. On en aura une. Hop là, j'en ai une de mon côté. On en aura d'autres. T'en as pris plusieurs, j'imagine, Philippe? Non, mais là, elle est bonne, hein. Une? Elle est Celle que bonne. j'ai. Elle est Ouais, dans la ouais, boîte, ouais. c'est parfait. Elle est dans la boîte. Voilà, donc ça s'achève. On va dire quelques mots de fin quand même. Et les quelques mots, ça sera pour enrichir justement le nuage de mots, Philippe. On peut se prendre peut-être 5 minutes, parce qu'on a le temps, hein, jusqu'à 18h30, pour remplir le nuage de mots. Je vais vous resoumettre dans le chat. Justement, il faut que je le reprenne. Hop là, vous êtes là. Donc c'est le moment. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette édition? Le nuage de mots, donc bien sûr, les trolls seront enlevés du nuage de mots final, hein. Alors quand je dis les trolls, c'est les mots parasites, hein, d'accord? Vous pouvez ne pas avoir aimé, ça c'est un autre avis, mais on va les garder. Hop, je remets le lien. Le lien de... Donc, je vous invite à cliquer dessus, s'il vous plaît. Ça nous est important. On va le valoriser, ce nuage de mots. Et quand je dis un mot, c'est vraiment un mot. Mais après, vous pouvez en envoyer plusieurs. D'accord, hein. Vous avez la possibilité de mettre plusieurs mots. Ça peut être, je sais pas, cool. Un mot-clé qui vous est resté. Ça peut être une technologie. Ça peut être une thématique. Ça peut être quelque chose d'autre. N'hésitez pas à envoyer plusieurs mots. Moi, j'en ai envoyé plusieurs de ce que je retiens bien, de cette 10e édition du SIGE 2026. Donc vous avez le formulaire ici. Je ne sais pas si on le montre maintenant, Philippe, le nuage de mots. Je sais pas, je crois qu'on le Non, non, garde. non, il faut que je le fasse, Ah oui, pour éviter effectivement. les trolls. Ah non, non, C'est non, ça. non, non, il faut que je le fasse tout simplement parce que Ah d'accord. ce que propose Microsoft Forms, c'est que les 4 5 mots principaux, donc voilà. En revanche, on peut annoncer la thématique. En fait, tu sais pourquoi, Antoine? On peut l'annoncer parce que on l'avait déjà défini suite aux journées de recherche, tu te rappelles? Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Donc en fait, la thématique de l'année prochaine a déjà été définie puisqu'il y a une communauté scientifique qui est en train de se constituer autour de la notion d'espace et management. Ok. Espace au sens large, cyberespace, etc. Géographique. Et il y a certainement un projet d'un ouvrage Tout à fait. associé. Donc on avait identifié cette thématique espace et management alors on précisera un petit peu, hein, ce ne sera pas forcément espace et management, parce que ça c'est le thème cette année de la journée de recherche qui a eu lieu, mais ce sera autour de la notion d'espace, enfin de dimension géographique pour l'année prochaine. Voilà, voilà pour Donc, ça. c'est peut-être pour préciser, Philippe, hein, c'est donc espace et management dans la ludopédagogie, dans le jeu et dans l'e-sport, Oui, parce oui, que oui, bien ça sûr, me fait c'est pour ça. penser, ça me fait penser à une thématique, typiquement, je ne sais pas si les personnes qui connaissent l'EVA, alors pas EVA, mais l'EVA, c'est donc la compétition sur certains jeux où on bouge, on est vraiment avec un casque VR, Ouais, et il y ouais, a tout ouais. un espace qui est créé, hein.
Ça, c'est intéressant. Donc, si vous êtes intéressé par cette thématique, n'hésitez pas à proposer quelque chose en Ouais, lien avec ça. clairement, tout ce qui est espace, et moi je pensais aussi au cyberespace, enfin voilà, dès lors il y a pas forcément un espace géographique visible, cartographié, quoi. Ça peut avoir des thématiques un peu différentes et annexes dans cette notion de spatialité. Mais il y a aussi la dimension en management stratégique de territorialité des organisations. Donc tout ça peut être réfléchi dans ce que nous a montré Louia tout à l'heure. Il y a une vraie, et Brad Pitt, il y a une vraie dimension géographique, mais au niveau macro. Donc on peut vraiment avoir cette dimension géographique de multiples manières. Et ça me fait penser, Philippe, aux cartes dans les jeux vidéo, justement, le Oui, dessous des cartes un ouais, peu, les cartes, exactement. les maps dans les jeux vidéo, ça sera une thématique, je pense, la bienvenue pour l'an prochain. Donc, si vous êtes intéressé, comment ça se passe? Il y en a peut-être qui se disent, ah, j'aimerais bien proposer. Alors déjà, ne vous censurez pas. On a vu qu'il y avait des personnes de L1, des étudiantes et des étudiants de première année, mais même si vous êtes enseignante, enseignant, enseignante-chercheuse ou enseignante-chercheuse, ou même professionnel, vous pouvez le faire un poster, un retour d'expérience ou un article. C'est pas si compliqué que ça. Et l'appel à communication avec Philippe, on verra, sous ta confirmation, Philippe, on le lance souvent avant l'été, avant le départ en grandes Oui, vacances. Comme oui, ça, oui. vous avez déjà la possibilité d'y réfléchir. Et ça court jusqu'à environ février, mars, grand maximum 2027. Donc là, ça sera pour l'année prochaine. Donc vous avez le temps pour réfléchir à ces thématiques et ne vous censurez pas, vraiment, si vous avez une thématique sur laquelle vous souhaitez parler. J'en profite aussi pour dire que sur Twitch, nous avons eu un raid et je remercie la chaîne Le Flot de l'Histoire qui a fait un raid avec 37 personnes. C'est génial, merci à vous. Je ne sais pas si vous connaissez le SIGE, mais on a passé toute une journée à parler de jeux vidéo, à parler de ludopédagogie, d'e-sport en lien avec le management. Donc merci beaucoup au Flot de l'Histoire pour ce raid de 37 personnes sur Twitch. Et ça me tenait à cœur de le dire. Bon, Euh, bah, il est temps de clôturer. et oui, il nous reste 9 minutes. Parce que- Alors, tu veux peut-être commencer, Philippe? Tu veux dire des petites Non, choses? Moi, non, mais écoute, moi, oui, oui, je veux bien commencer, mais allez, là, vas-y. je vois qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants hein, Bah de oui. la L1, parce que, il y a l'appel qui va avoir lieu, donc forcément, ils sont tous là. Mais je vais quand même en profiter pour dire toujours quelques mots autour de cette dimension estudiantine. Hein. Là, vous êtes ici, vous avez pu participer à un colloque scientifique, vous avez vu ce que c'est, et je pense que ce qu'a dit Antoine est tout à fait vrai, c'est-à-dire que là, certains d'entre vous ont pu soumettre une communication, mais il faut, si vous avez envie, faites-le. Faites-le, proposez un poster, un article, quelque chose. Tentez le coup, peut-être que votre texte ne sera pas accepté, mais c'est pas grave puisque l'apprentissage a lieu, même Shannon et Jade, elles n'arrivent pas à m'écouter quand elles sont à distance, il faut qu'elles discutent entre elles. Euh, Bon, donc l'idée, c'est vraiment de participer à cet apprentissage par la recherche. Vous êtes des universitaires, vous n'êtes pas dans des écoles, donc profitez de cette opportunité qui vous est donnée dès les premières années de la licence pour découvrir le monde de la recherche. C'est beaucoup de travail, mais c'est aussi beaucoup de liberté, donc c'est beaucoup de plaisir à apprendre par soi-même et à découvrir de nouvelles choses. Et souvent, vous pouvez quasiment choisir votre thématique. Donc l'année prochaine, et là je parle pour les étudiants, mais on va mettre en place des projets d'école et c'est aussi pour les auditeurs d'ailleurs, pour savoir un petit peu comment on fait chez nous. Il va y avoir une trentaine de projets tutorés et plus des deux tiers devront mener un article scientifique. Donc ça veut dire que l'implémentation de la recherche et de l'apprentissage par la recherche va devenir, du moins dans mes formations, encore plus structuré que ça ne l'était actuellement. Donc voilà, merci à toutes et à tous. Attendez, Antoine va parler, partez pas tout de suite pour clôturer, mais merci à toutes et à tous d'être venus. Et puis j'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous avez appris plein de nouvelles choses. En tout cas, moi oui. Et c'est ça qui me fait vibrer. Merci Philippe, effectivement, c'est vrai que tu as la chance et je trouve que c'est une belle opportunité d'avoir tes étudiantes et tes étudiants. Moi, j'en ai quelques-uns aussi qui sont sur Twitch. Peut-être que vous posez la question, peut-être que vous vous dites, ouais, c'était une journée de cours, voilà, on a été obligé à faire ça. Je peux vous assurer que
pour écouter ce type de conférences, même dans le monde professionnel, plus tard, vous en aurez. Vous en aurez des conférences professionnelles sur bah, l'industrie dans laquelle vous serez, que ce soit celle de l'informatique, du management, du jeu vidéo, de l'animation, de la musique, je ne sais pas. Et c'est une première ouverture d'esprit, donc c'est bien d'écouter des personnes, de pouvoir réagir, de penser par vous-même, c'est l'objectif de cet événement et de ce type de participation. Donc si ça vous a intéressé, vous dites, ouais, c'est cool d'écouter des gens, bah, il y en a plein, il n'y a pas que le CIGE, il y a d'autres événements, mais même plus près de chez vous, hein, même des événements IRL. C'est vrai que là, on est en ligne, mais vous avez des événements IRL. Nous, à Montpellier, on en a plein, plein, plein. Et ça, c'est cool. Mais je vous invite effectivement à soumettre des projets pour l'année prochaine. Et plus spécifiquement par rapport au CIGE, eh bien oui, 10 années passées à faire des communications. Je pense qu'on a plusieurs milliers de personnes. Si on cumule toutes les années différentes au niveau des 10 éditions du CIGE, on avait commencé, on était 25, 30 dans un amphithéâtre. Et l'année dernière, on était quasiment à 250 personnes. On était arrivé même jusqu'à 450 lorsque l'on était sur 2 jours. Mais c'est vrai que depuis plusieurs éditions maintenant, on reste sur une journée bien remplie, mais une journée, parce qu'on se dit que c'est mieux de se focaliser sur une journée complète avec des communications autour des sciences de gestion. En tout cas, 10 ans de passion, 10 ans autour de la ludopédagogie. On a vu que ça avait évolué d'année en année. Il n'y a pas que le jeu vidéo, il n'y a pas que le jeu de société, il y a aussi d'autres formes de jeux qui naissent et qui méritent leur attention. On a vu l'e-sport se développer de plus en plus. On a vu aussi le grandeur nature. On a vu aussi des formes hybrides de jeux comme le jouet vidéo qui est très peu mentionné lors du CIGE, mais qui mériterait d'avoir sa place. Et peut-être que l'année prochaine, avec ces espaces, peut-être que l'on on va avoir des jeux qui se passent, je sais pas, comme des courses de zombies, ça arrive. Moi, j'en ai déjà fait, c'est-à-dire que vous faites courser par des zombies dans un champ de maïs, et ça reste du jeu, vraiment une course d'orientation, et c'est génial. Enfin, c'est génial, oui, c'est des faux zombies, on sait jamais, hein. C'est des faux zombies, donc c'est vraiment une thématique que j'aimerais voir. En tout cas, je finirai par là, parce que Philippe me connaît, j'arrive jamais à finir, je pourrais m'arrêter, ne jamais m'arrêter de parler. Merci d'avoir participé à cette 10e édition du CIGE qui se clôture dans quelques minutes. On vous souhaite vraiment un très bel été, même une très belle fin de printemps. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Vous nous retrouverez sur les réseaux sociaux. Bah, si vous mettez Antoine Chollet sur LinkedIn, vous me retrouverez. On pourra parler de jeux vidéo, même en dehors de ce colloque-là. Ça sera avec grand plaisir. On pourra parler de plein de choses qui sont en lien avec le CIGE et les thématiques de la chaire. Euh, et puis, je pense qu'on en a fini. Je pense que tu peux leur dire qu'ils peuvent se déconnecter, tes étudiants, parce que je pense qu'ils attendent peut-être que ça. Mais en tout cas, on en a fini. Allez, bah nous on reste tous les deux pour faire un petit débriefing. Tout à Bonne fait. soirée à toutes et à tous, à tous les participants, participantes, et merci beaucoup pour avoir passé cette journée avec nous. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne fin de journée. Ciao, ciao.